pour animer cette table ronde, enfin pour lui prêter vie, trois créateurs, trois spécialistes également de la question, de la crédulité, de l'incrédulité, qui vont pouvoir nous éclairer sur ces questions. Je les présente avant de lancer un peu le sujet, même s'il n'est pas forcément très utile de les présenter pour les habitués des Utopiales, mais Benoît Peeters est un écrivain, un scénariste, un spécialiste de la bande dessinée et un scénariste reconnu pour son travail extraordinaire sur les cités obscures avec Françoise Coyton, dont nous aurons l'occasion de parler, et c'est surtout aussi, à mes yeux, un essayiste remarquable qui a apporté énormément à la connaissance de la bande dessinée et un biographe également sur de diverses figures, Hergé au premier chef, mais pas seulement. Xavier Mohéjean, écrivain, philosophe, qui a également travaillé pour la télévision et le cinéma, donc qui a une palette de talents remarquables dont j'espère que nous pourrons profiter aujourd'hui au maximum, membre du Collège de Pataphysique, ce qui est, à mon avis, peut avoir une intersection intéressante aujourd'hui, potentiellement, et parmi ses ouvrages, on peut citer Kafka à Paris, La Société des Faux Visages, Henri d'Argère, également publié aux Forges de Vulcain et tiré de sa thèse, et aussi récemment Sherlock Holmes, détective de l'étrange. Donc là, toute une gamme également de perspectives. Et enfin, Joseph Béé, qui est scénariste, auteur de bande dessinée, dessinateur, également enseignant à la Haute École des Arts du Rhin, et enseignant en scénario, et qui a signé notamment, après une série de bandes dessinées sur des questions fictionnelles sur lesquelles nous reviendrons, mais un travail qui est un travail spécifique d'adaptation, donc c'est un texte de non-fiction, d'adaptation d'un essai « Et l'homme créa les dieux » de Pascal Boyer chez Futuropolis, qui très immédiatement fait appel à la question de la croyance. Et donc ici, nous aurons en fait une tension importante dans cette table ronde entre la question de la réception et donc la question de ce que signifie la croyance, y compris la croyance ludique, qui est la croyance en la fiction, et une tension avec une question qui est celle de la manière de susciter cette suspension d'incrédulité, la manière d'intégrer dans le processus créatif une forme de prédisposition à cet accueil positif de la fiction. Je reviens pour cette expression de la suspension d'incrédulité. Vous remarquerez qu'on a omis dans la conception le terme de volontaire, qui était inclus initialement dans l'expression telle qu'elle est utilisée par Coleridge en 1817, dans une préface à des poèmes où il parle de créatures surnaturelles. Donc, pour revenir à cette notion de suspension d'incrédulité, j'aimerais sûrement notamment citer justement Coleridge, dans une traduction personnelle d'un passage très connu, qui vise la précision et pas l'originalité. Wordsworth et moi nous sommes mis d'accord sur le fait que mes efforts seraient dirigés vers des êtres et personnages surnaturels, de manière à projeter sur eux, depuis notre nature intérieure, un intérêt humain et une apparence de vérité à même de fournir à ces ombres de l'imagination cette suspension volontaire de l'incrédulité le temps de la lecture qui constitue la foi poétique. Alors, beaucoup de termes compliqués, là on va pas faire une analyse de texte de Coleridge, mais il me semble qu'on peut partir de l'idée que la suspension volontaire de l'incrédulité invoquée par Coleridge correspond avant tout à une sorte de licence poétique. Parler de fantômes permet, même quand nous savons bien qu'ils n'existent pas, de toucher le cœur des lecteurs et lectrices. L'expression telle qu'elle est maniée par Coleridge suppose à cet égard un assentiment, une forme de démarche délibérée de notre part. Mais telle qu'elle a été reprise au XXe siècle et telle que peut-être vous l'utilisez vous-même, l'expression suspension d'incrédulité tend à escamoter cette dimension volontaire et consciente pour au contraire renvoyer à une forme d'abandon de la part des lecteurs et lectrices, une sorte de synonyme de perte d'esprit critique. Or, il me semble, et là je recentre un tout petit peu sur la question de la science-fiction, même si nous ne pourrons pas nous contenter de la science-fiction aujourd'hui, il me semble que le propre d'un récit de science-fiction, c'est justement de faire appel à une forme d'engagement critique.
ce que le chercheur Darko Suvin appelle le cognitive estrangement, qu'on traduit par la distanciation cognitive. C'est-à-dire, pour lui, c'est que l'identification des enjeux posés par la science-fiction implique une forme de réajustement conceptuel, des transformations qui doivent intervenir de manière plausible, mais qui impliquent de notre part une activité d'interprétation. Et il me semble important de poser l'idée de suspension d'incrédulité, non pas comme un processus passif de disparition ou d'abolition du jugement, mais véritablement comme une participation, une forme d'activité mentale où se jouent en partie des formes des façons de contourner la garde en partie, de gagner l'assentiment des lecteurs et lectrices, mais aussi et surtout de construire quelque chose qui les invite à réfléchir. Et il me semble qu'à cet égard, on va l'entendre aujourd'hui, tout l'art de l'écrivain, du scénariste, de l'artiste en général, est engagé pour produire une tension, nous faire entrer dans un monde nouveau, différent, étranger, susciter notre adhésion et notre intérêt, et du même élan stimuler notre esprit critique. Non pas négativement oublier notre incrédulité, mais faire bon usage de la fiction. Alors, je précise qu'on va faire défiler un diaporama sur lequel vous verrez des couvertures d'ouvrages et également des planches tirées des cités obscures, et que ponctuellement, Joseph Béé, pour illustrer son propos, pointera spécifiquement de son côté des images. Donc on va voir ici une séance un peu interactive. Alors, je me tourne maintenant donc vers nos invités pour poser une première question dont je vous invite à prendre vraiment à la manière dont vous le souhaiterez. J'aimerais poser d'abord la question, à partir du concept de lecteur idéal, tel que défini par Umberto Eco. Umberto Eco s'intéresse, en construisant son modèle narratologique, s'intéresse à une façon de poser la question de la création et de l'analyse de la création sans nécessairement aller chercher dans la réception des lecteurs concrets ce qui se passe. Et donc il pose une figure de lecteur idéal qui rend compte de la réception possible des textes. Qu'est-ce que le texte est censé activer comme réception? Et donc j'aimerais vous poser en fait la question de savoir dans quelle mesure vous prenez en compte cette question de la réception, dans quelle mesure vous constituez une forme de réception idéale de vos textes qui correspondrait, qui serait un critère pour vous d'accueil de vos fictions. Quelques mots dans le cas du travail en collaboration, qui a été très important pour moi et qui est important pour beaucoup d'auteurs. Le lecteur idéal, d'une certaine façon, c'est le complice. C'est lui le premier sur lequel le mécanisme proposé prend ou ne prend pas. Le scepticisme, la méfiance, le doute par rapport à une idée émise, c'est d'abord cela. Et si on voit quelques images de la fièvre d'Urbicande, c'est un thème qui est né entre nous dans la discussion. Une structure cubique d'une matière inconnue se met à pousser, à grandir, d'abord dans le bureau de celui chez qui on l'a apporté, un urbatecte, un homme sévère, puis à travers toute la ville. Et il se passe deux choses à la fois. Le cube initial pousse comme une plante, alors qu'il n'est pas d'une matière végétale, et il se multiplie, et il se multiplie mathématiquement. C'est une chose qui pouvait sembler juste absurde et aberrante. Et donc tout le travail qu'on a fait, et je dirais que j'ai fait spécifiquement pour persuader François, qui est plus immédiatement attiré vers l'étrange que moi, tout le travail était de faire accepter ce postulat absurde. Matière autogénératrice se développe. Et par exemple, dans une scène qu'on vient de voir, où le personnage se réveille à son bureau après avoir un peu trop bu et voit que la structure du cube lui traverse le bras, il va comprendre que s'il bouge brusquement, il va se blesser gravement, mais que s'il patiente, le cube, en grandissant, va le libérer, et donc va lui permettre de s'en sortir sans dommage. J'ai insisté auprès de François pour qu'on passe beaucoup de temps sur cette scène, qu'on la développe extrêmement lentement, en me disant, si à ce moment-là de l'histoire, dans la phase initiale, on y croit, alors on acceptera toutes les étapes ultérieures. Si par contre ça nous paraît un gadget, c'est-à-dire que
la manière de représenter cette structure, ce qui n'était pas facile graphiquement. Il y a un défi de cohérence qu'on a rencontré dans une autre histoire, L'Enfant penché, où le personnage penche à 30 degrés, il fallait que dans toutes les situations, dans un escalier, etc., ça soit logique. Si on l'accepte au début, c'est-à-dire si on détaille cette situation, alors je crois qu'on ira avec nous très loin. Et donc le fait de ne pas partir de l'acquis de la croyance, mais plutôt de se dire que la croyance est une vraie construction, un peu comme un postulat mathématique qu'on pose. Vous allez avoir votre démonstration, mais si vous n'avez pas accepté le premier postulat, l'ensemble de la démonstration s'écroule. Et là, c'est un exercice de patience, et je dirais, je pars de l'idée que l'incrédulité est dominante. Voilà. Quand je raconte une histoire fantastique ou science-fictionnelle, je pars de l'idée qu'on n'y croit pas. Et moi-même, comme lecteur, je dois dire que je suis souvent en situation de scepticisme et d'incrédulité par rapport à des événements trop multiples. Je pense qu'il faut se libérer de l'effet et le maîtriser. Je pense par exemple à cette analyse de Paul Valéry d'un aphorisme de Pascal qui dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie », phrase qui est magnifique, parfaitement équilibrée, qui a un effet. Et Paul Valéry dit qu'il y a une distance entre ce que dit Pascal, attribué à un Pascal qui serait effrayé par ce silence éternel, et l'écriture, le moment où Pascal produit l'effet, où il s'est justement libéré de cette sidération, si tant est que jamais il est éprouvé. Et je pense que le premier lecteur d'un auteur, c'est l'auteur lui-même. Et c'est vraiment pas le même travail. Ce sont deux moments différents dans l'acte de création. Et pour produire l'effet de suspension d'incrédulité, pour ma part, je joue beaucoup, c'est important, ça me donne beaucoup de temps, entre la différence qu'il y a entre le vrai et le réel. Le vrai n'étant qu'une part du réel, le vrai c'est, pour aller vite, ce qui est adéquat, conforme à sa définition. Donc si par exemple un morceau métallique doré correspond à la définition de l'or, alors c'est de l'or vrai. Bon, ça c'est du vrai. Le réel est beaucoup plus vaste. Un mensonge est faux, mais il est réel. Et la fiction, qui raconte quelque chose de faux, produit un effet de réalité. Et donc dans mon travail, il y a un énorme temps de documentation afin de produire, de rassembler du vrai, de manière à l'injecter dans la fiction fausse pour produire un effet de réel. Et bon, plus tard, j'ai trouvé ça, j'étais ravi chez un philosophe américain qui s'appelle Douglas Hofstadter et qui travaille avec Emmanuel Sander, qui appelle ça le faux authentique. Rapidement, un exemple qu'ils prennent, c'est le leur. Vous êtes dans une boutique de dentelle à Venise. La boutique est vraie, elle est ancienne. Les dentelières sont des dames respectables, des dentelières. Et la dentelle qu'elles vendent, et elles vous l'expliquent, comment elle a été façonnée, a été fabriquée en Chine, en fait. Mais il y a une telle, comme un oignon, telle accumulation d'éléments vrais que l'effet, non pas sur le lecteur, mais sur l'acheteur, mais l'effet est globalement le même, est un effet de faux qui a une sorte de dimension authentique, en fait, le faux authentique. Joseph V. Oui, alors déjà pour répondre à Benoît sur le cube qui grandit, et là, je suis un lecteur, j'étais complètement fasciné quand ce livre est paru, et à l'aune aujourd'hui du travail que j'ai fait sur l'œuvre de Pascal Boyer, je comprends que c'est une violation ontologique partielle, une métamorphose partielle qui rentre à merveille dans ce qu'il a dégagé comme processus de surnaturel. Et donc vous prenez un morceau de fer qui est dans une catégorie, la catégorie objet, et vous lui attribuez des qualités qui sont dans une autre catégorie, qui est la catégorie des plantes qui poussent et qui se multiplient. Et vous vous en tenez là. Vous vous en tenez là. Et ça, c'est très important. Vous n'allez pas encore chercher d'autres, rajouter d'autres choses qui sont extraordinaires. Non, ça suffit.
Et je pense que c'est ça qui est le plus fort, c'est de s'en tenir à ça. Parce qu'après, vous développez toutes les qualités humaines, toutes les qualités scénaristiques, je dirais, habituelles, qui vont donner, c'est eux qui vont donner la crédibilité. Donc, se soucier de ce morceau de fer qui pousse, je dirais, n'est plus très important dès le moment où ça a été posé de base. Et vous regardez juste qu'est-ce que ça va donner dans le monde dans lequel vous avez établi cette chose. Et donc le fer qui sort du bras, tout ça devient très logique. Et effectivement, il faut prêter attention à ce que tout soit bien homogène dans le récit. Mais la force, à mon avis, c'est de savoir en rester là. Et c'est pas le cas de tous les écrivains qui ont toujours tendance à rajouter et à augmenter. Et pour répondre à la question du lecteur, de la position du lecteur, moi je vois souvent trois sphères qui s'entrecroisent. La sphère de ce que l'auteur a dans sa tête, qui parfois c'est des images, parfois c'est des relations entre les personnages, ça peut être des odeurs, des sons, voilà, c'est tout ce qu'il projette de mettre dans son œuvre. Ensuite, il y a l'œuvre. Alors souvent en dessin, c'est complexe parce que dans un roman, ce sont des mots, donc on passe par un code très précis. Le code dessin est un peu plus libre, hein, un peu plus vaste, un peu plus mou, un peu plus voilà. Et ce qu'on pose sur le papier n'est pas ce qu'on avait dans la tête, et ce que le lecteur va regarder sur le papier n'est pas ce qu'il y a sur le papier, puisque lui aussi il va rajouter des choses, rajouter des sons, rajouter des ambiances, ça va lui rappeler des idées, des choses comme ça. Et ces trois sphères, il y a un petit point commun, elles se recouvrent, mais il y a une très petite partie qui est commune, et c'est là-dedans qu'on doit, en tant qu'auteur, mettre les quelques éléments qui sont vraiment importants pour qu'on suive l'histoire. Comprendre que tel personnage est comme ci, que tel personnage est comme cela, que l'autre a compris cela, que ça se passe dans tel décor. Il y a des informations à mettre, et donc il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'on a souvent besoin, comme vous le dites, d'un alter ego, soit d'un éditeur, soit d'un autre scénariste. Moi, quand j'ai fait mon dernier livre où j'ai été tout seul sur l'adaptation, eh bien, j'ai d'anciens scénaristes comme Toff avec qui j'avais travaillé, à qui je montrais toutes les planches et qui me faisaient, avant l'éditeur, un premier retour pour savoir si ces quelques informations qui doivent être dans la partie commune entre les trois sphères passent effectivement jusqu'au lecteur. Alors on a évoqué cette notion d'effet de réel, hein, qu'on doit au départ l'expression à Roland Barthes, et Roland Barthes, quand il parle d'effet de réel, il parle initialement d'un procédé vraiment précis qui est celui en fait de l'introduction du superflu, c'est-à-dire le principe chez Balzac de présenter des tout petits objets dont la mention est totalement inutile pour le récit, qui du coup crée un effet de halo autour de la chose, c'est-à-dire une espèce d'effet pseudo-documentaire. Mais alors, effectivement, l'idée d'effet de réel, on peut le tirer énormément, et ce que je trouve, on peut la tirer énormément et lui donner une extension importante, et ce que je trouve fascinant ici, c'est que finalement, la question du réel s'applique ici à des objets qui sont par définition présentés comme totalement irréels, c'est-à-dire que leur intérêt vient du fait qu'ils ne sont pas de l'ordre du réel. Et de ce point de vue-là, une question que j'aurais, mais vous pouvez vous saisir bien sûr de l'idée, enfin étendre comme vous le voulez, c'est finalement comment est-ce que les procédés qui sont là pour produire ces effets de réel, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent différer lorsqu'on envisage la chose graphiquement ou quand on l'envisage textuellement? Parce que la matérialité, on parlait tout à l'heure de ce bras coincé, qui est un très bon artefact, vraiment c'est saisissant, et en plus il y a un enjeu pour le personnage immédiat, donc c'est quelque chose qui peut être viscéral. Cette représentation graphique, elle va être suscitée de façon très différente en littérature, et encore différente dans d'autres arts potentiellement. Et donc, est-ce que pour vous, il y a, disons, des choses qui seraient vraiment spécifiques d'un côté littéraire ou d'un côté artistique dans un récit de bande dessinée sur la production de ces effets réels? En gros, est-ce qu'il y a des ressources particulières de part et d'autre à faire valoir, ou est-ce qu'il y a une convergence?
problème complexe. Je ne suis pas sûr d'adhérer à 100% à la notion d'effet de réel telle que Barthes l'a introduite. Bien sûr, c'est très opératoire et c'est très utile, et l'exemple de Balzac est très bon, mais je n'ai pas l'impression que dans le travail des narrateurs ou des dessinateurs, on fonctionne tout à fait comme ça. J'ai l'impression qu'on essaiera, peut-être à la manière de Tchekhov avec le fusil qui est présent dans la première scène et qu'il faudra utiliser, que les effets de réel sont parfois des caches d'autres choses, et qu'on essaye aussi d'avoir une fonctionnalité aussi grande que possible des éléments, même de ceux qui nourrissent la tapisserie. Je me souviens d'une conversation avec Raoul Ruiz, après une projection, c'était une des premières projections publiques des Trois Couronnes du Matelot, et quelqu'un pose une question sur un détail à l'arrière-plan, dans le fond du décor, un objet accroché qui était une allusion à je ne sais plus quelle œuvre ou quelle légende. Et Ruiz d'exulter en disant « Je le savais, j'en étais sûr, quelqu'un le remarquerait ». Et donc ça, je trouve que c'est plus fort que l'effet de réel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a l'air, oui, de meubler, et en bande dessinée, on n'arrête pas, puisqu'il faut remplir une case, on n'est pas avec du vide, mais plus les détails d'allure anodine, d'allure simplement vériste, se révèlent avoir une fonction, mieux ça marche. Je reprends un micro-exemple dans Rubicande. On a une scène au début, on a le bâtiment officiel des hautes instances, et nos deux personnages marchent au milieu d'un escalier immense et monumental avec de grands manteaux extrêmement raides. Eh bien, petit à petit, on va comprendre que ce n'est pas un hasard, parce que le personnage, l'urbatecte, a tout décidé, les meubles, mais aussi les costumes, et qu'ils sont tous en écho avec la rigidité et le culte de la symétrie qui prévaut. Donc c'est quelque chose qui pourrait paraître au départ anodin, voilà, deux personnages montent un escalier, et petit à petit on va se dire c'est une clé. Voilà, c'est un exemple simple, mais je crois qu'on n'arrête pas de faire des choses comme ça, c'est-à-dire des faux effets de réel qui sont, si j'ose dire, des effets de texte ou des effets de texture. Voire même, on peut même obtenir ce type d'effet avec les sons. Par exemple, à France Culture, j'avais travaillé sur une pièce qui se passait à New York en 1909, donc il fallait créer, pour ce fameux effet de réel, une ambiance sonore de New York en 1909. Or, on n'en a pas. Par contre, l'oreille des spectateurs, des gens qui vont au cinéma, est habituée à une certaine musique des sons de New York, de Manhattan même, disons des années 30-40. On commence à la reconnaître à partir des années 30-40, et donc c'est en provoquant intentionnellement un anachronisme, c'est-à-dire en mettant une bande-son qui en fait renvoie plutôt au New York des années 30, que les gens se sont persuadés qu'ils entendaient le New York de 1909. Donc c'est ça qui est intéressant en fait dans la suspension de l'incrédulité, pour en revenir à la formulation, c'est que les gens savent qu'ils ont affaire à quelque chose de faux. Quand vous regardez le thé, vous savez que c'est un bout de plastique animé, vous allez pleurer. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il faut dépasser cette connaissance de la fiction pour provoquer l'effet de fiction. Un effet qui est très puissant aussi, c'est la cohérence. La cohérence, et je parle graphiquement, la cohérence sur l'ensemble de l'œuvre, la cohérence graphique, va aider à accepter beaucoup de choses. Parce une fois que la cohérence a été établie, eh bien, on se fond dans cette situation, voilà, sans plus de raison d'aller chercher ailleurs des choses. Et j'entends que souvent dans la science-fiction, on utilise un dessin souvent plutôt photoréaliste, très réaliste, naturaliste. C'est un peu un dessin de bonimenteur pour la SF. On fait des tas de salamalek comme ça, on fait beaucoup d'effets et tout, et hop, on enveloppe le lecteur, on le plonge dedans. Ça se voit énormément dans les films de science-fiction à grand spectacle, où à force d'effets spéciaux, on surrajoute
rajoute et tout devient homogène et on y est vraiment, on s'y croit vraiment. Et ça, cette surenchère n'a absolument pas besoin d'être, et on le voit par opposition quand on a un récit qui est extrêmement réel, un couple dans un appartement à Paris qui a des problèmes, eh bien, si là-dessus on met un dessin de bonimenteur, ça casse tout. Et donc là, on aura au contraire besoin d'un dessin très, très léger, très simple, parce qu'il n'y a aucun besoin de dire que c'est vrai. Tout est vrai de ce qui est raconté. Un souvenir me revient de la première interview que j'avais faite d'Hergé il y a beaucoup d'années, j'étais tout jeune homme, et Hergé à un moment raconte une histoire d'allure anodine et qui pour moi a été une grande leçon de scénario et peut-être une grande clé pour comprendre son œuvre. Il dit, quand j'étais enfant, je jouais avec des petits soldats de plomb que mon père avait possédés et qui étaient tout usés, tout élimés. Et je me racontais des histoires autour de ces soldats. Et un jour, mon oncle, qui était le frère jumeau de son père, l'oncle Léon Remy, lui offre une belle boîte de soldats de plomb neufs, plus grands, mieux peints, plus beaux. Et Hergé se souvenait qu'il n'avait jamais pu jouer avec eux parce qu'il ne voulait pas renoncer à ses premiers soldats de plomb et qu'ils n'étaient pas d'échelle. Les autres n'étaient pas d'échelle et sans doute pas de cohérence chromatique. Et donc, il ne pouvait pas y croire. Les mettre ensemble, c'était détruire le récit. Et si vous pensez à ça, que vous retrouvez l'esthétique d'Hergé derrière, la façon d'aller sur la Lune, par exemple, ou l'étoile mystérieuse, pour prendre les récits les plus proches de la science-fiction, vous dites, on a à la fois l'usure des couleurs, ce côté légèrement passé, discret, pas trop neuf, et puis cette idée qu'on a construit un style parfaitement homogène. On sait chez Hergé que la ligne claire, c'est ce qui permet de traiter un personnage comme un décor, comme un arrière-plan. Et donc, au fond, on est peut-être tous, chacun avec notre souvenir à nous, avec nos petits soldats de plomb, auxquels on peut croire, et on n'a pas besoin de les remplacer, effectivement, par des effets Photoshop extraordinaires qui n'ajoutent pas nécessairement à notre propre croyance. Or, évidemment, pour un auteur, et on revient à quelque chose qui a été dit notamment par Xavier, mais pour un auteur, s'il ne croit pas profondément à ce qu'il raconte lui-même, enfin, s'il n'est pas intimement persuadé jusqu'à être un peu bête, un peu sot, un peu habité, comme ça quand les gens disent « mon personnage ne peut pas faire ça », enfin cette chose où notre esprit rationnel nous dit que non, mais notre esprit de narrateur nous dit que oui. Si on n'a pas ça, c'est pas la peine de s'y mettre. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'est pas vraiment persuadés que quand notre personnage est blessé, il a très mal, c'est pas la peine de croire que les autres vont jouer le jeu avec nous. Alors cette mention d'Hergé, qui n'est pas tout à fait une surprise, mais cette mention d'Hergé me fait penser à finalement un autre pôle. On pourrait bien sûr librement continuer sur la question du détail concret, de la matérialité qui me semble essentielle pour ce sujet, mais il y a aussi autre chose, à mon avis, qui est la question du contournement de l'activation de principe de plaisir dans cette question de la suspension de l'incrédulité. C'est-à-dire que nous donner envie d'y croire. Et de ce point de vue-là, pour ce qui est d'Hergé, je repense à cette logique initiale qui est celle de la simplicité très forte de son personnage principal, qui est un appel à la projection empathique. Une façon vraiment d'appeler à une forme d'identification qui rend presque le personnage transparent sur certains récits presque, bien sûr. Il a une personnalité très affirmée, mais aussi cet appel à la participation. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a toutes sortes de procédés, de choses qui vont faire qu'on va avoir envie, de toute façon, avoir envie de s'immerger au-delà du détail, de la qualité photoréaliste de la chose, eh bien, participer à la fiction par le biais des personnages en particulier, va être la chose qui va nous permettre de passer du côté de ce qui se passe, avec une logique qui est une logique souvent d'ailleurs romanesque au sens de l'excès. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de croire à quelque chose qui n'est même pas forcément réaliste, mais où on a intérêt parce que c'est là qu'on trouve notre plaisir, en quelque sorte. Et donc, je ne sais pas si, c'est pas exactement une question pour reprendre ce qu'on a souvent dans le public, mais finalement, que faire de cette question du plaisir et de la façon dont elle contribue à la consolidation d'une croyance.
Alors moi, je veux bien répondre à cette question, parce qu'effectivement, il y a un grand plaisir à avoir des choses qui ne sont pas vraies. Alors je vais prendre comme exemple le petit enfant dans un parc ou à une fête foraine qui reçoit un ballon gonflé à l'hélium qui tient comme ça. Et donc les attentes habituelles concernant les objets, même les ballons, hein, puisque l'enfant joue avec un ballon, quand on lâche le ballon tombe par terre. Et là, il reçoit un ballon spécial, un ballon différent de tous les ballons qu'il connaît, qui est accroché à une ficelle, et si on lâche la ficelle, le ballon monte au lieu de tomber. Et là, il y a donc une violation des attentes habituelles sur les objets qui procure un très grand plaisir. Les enfants ne sont pas pleins de culture, et donc c'est complètement un phénomène complètement naturel qu'on va retrouver. Alors peut-être je vais justement vous montrer quelques exemples de cette chose. C'est pas ici. En attendant que ça se... On va basculer donc sur la tablette de Joseph B. Là, on est face à Escher. Aux êtes-vous? Peut-être commencer par... La bascule magique va avoir lieu. Voilà. Voilà. Merci. Donc, quand on regarde ces deux figures, quand on les regarde, on voit spontanément un cercle avec une entaille et un carré avec une petite pointe sur le côté. Pour nous, ça ne pose vraiment aucun problème de voir un cercle avec une entaille, c'est direct. C'est une figure qui, géométriquement parlant, est très complexe à écrire ou à interpréter. Les ordinateurs, jusqu'à il y a peu, maintenant avec l'intelligence artificielle, ils y arrivent, mais jusqu'à il y a peu, l'ordinateur était incapable de voir un cercle dans cette figure. Et pour nous, ça ne pose aucun problème. Nous, on n'a aucun problème à voir une chose et son contraire en même temps. Pour les croyants, c'est justement très important. On va prendre l'exemple du fantôme. Un fantôme, c'est une personne qui fait tout ce que fait cette personne. C'est l'individu ordinaire. Le concept habituel fait d'attente sur la personne. Donc elle réfléchit, elle entend, elle voit, elle gaspille, elle se mouche, elle murmure, elle fait tout ce que fait une personne. Il y a juste une seule chose, elle peut traverser les murs. Et cette violation unique rend le personnage complètement fascinant. Parce qu'on a toujours ce personnage habituel auquel on est habitué. Donc le ballon qui monte, le tapis volant, voilà, c'est innombrable. La statue qui écoute quand on lui parle, dans les pèlerinages chrétiens, on va voir la statue parce qu'on va lui parler. Et quand on fait ce pèlerinage, on se met tout près de la statue. On ne reste pas au fond de l'église pour parler à la statue. On s'approche dans les premiers bancs parce que c'est un objet qui écoute. Alors même qu'on sait que, par exemple, la Vierge Marie, elle pourrait se faire entendre où que ce soit dans le monde, puisque c'est un être surnaturel qu'on peut prier où qu'on soit dans le monde. Mais quand on s'adresse à une statue qui écoute, on va extrêmement proche. Alors, dans les violations ontologiques, c'est comme une recette dans laquelle on aurait d'un côté des ingrédients qui sont des personnes, des animaux, des plantes, des objets naturels, des objets fabriqués, un morceau de fer, comme dans... Voilà. Et puis de l'autre côté, on va coller une étiquette spéciale, des propriétés physiques spéciales. On va changer la taille, le poids. Par exemple, on prend une personne, elle a... Il faudrait appuyer sur OK, je pense, pour éviter. Moi, je ne l'ai pas. Le OK. C'est pas moi qui l'ai. C'est bien. Donc, alors qu'elle n'est pas en train de... Je ne sais pas pourquoi. Pardon, je suis désolé. Des propriétés physiques spéciales. Le géant, c'est une personne qui est simplement plus grande que les autres. Des propriétés biologiques spéciales. Voilà, le Iron Man. Enfin, tout. On peut parcourir tout. Cette courte liste, en fait, représente l'entièreté astralienne. Non, c'est bon, c'est uniquement notre écran ici. Tout le reste fonctionne. Pardon. Ok. Et voilà, donc ce plaisir, pour parler de ça, c'est effectivement celui
de la violation ontologique qui excite notre cerveau. Et du moment qu'on garde beaucoup d'attentes habituelles autour du personnage, on peut dire de Dieu qu'il écoute, qu'il nous aime, enfin, des choses que toute personne ferait naturellement. Et voilà, toute la magie de ce plaisir, une grande partie est logée là-dedans. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, la notion de plaisir, elle est liée aux attentes, à la violation de ces attentes et à l'attribution de tel ou tel prédicat au personnage. Bon, par exemple, celle que tout le monde connaît dans le premier Star Wars, le premier dans l'ordre de diffusion, la destruction de l'étoile de la mort. Bon, le plaisir vient de la destruction de l'étoile de la mort. Bon. Et cela suffit. Parce que s'il en avait voulu aller au-delà des attentes, ou au contraire les nourrir complètement par accumulation de scènes et de prédicats, on aurait pensé que quand Luke Skywalker détruit l'étoile de la mort, il détruit le type qui sert le poisson pané à la cantine, qui tue celui qui débouche les chiottes des Stormtroopers, que dans les Stormtroopers, il y en a un qui fait une intolérance au gluten. Bon, bref, on peut comme ça multiplier à l'infini les prédicats, et là, on perdrait l'effet de plaisir et l'effet de sidération. Donc, effectivement, il y a un énorme travail à faire sur à la fois les attentes, les provoquer, ou au contraire, les détourner, et savoir absolument bien contenir son air de narration en jugeant bien le nombre de choses qu'on va mettre tout simplement. Pour moi, la notion de plaisir dans le travail de fiction, elle est directement liée à la réponse. Dans un premier temps, on pourrait se dire, dès qu'on développe un univers imaginaire, science-fictionnel ou même fantastique, qu'on est dans un délire. Il y a quelque chose qui est très très proche. Le mécanisme délirant et le mécanisme fictionnel. Donc, dans un premier temps, on essaye de convaincre l'autre, ça peut être le dessinateur, ça peut être l'éditeur, de jouer le jeu avec vous. Et puis, dans un deuxième temps, le plaisir, c'est quand ça répond. Et ça, c'est quelque chose que j'ai éprouvé très tôt et très fortement avec François Skelton pour les cités obscures, qui pourraient sembler comme une espèce de vaste délire. Des tas de gens et des tas de gosses se construisent un monde, des cartes, des machins, des royaumes, des règles politiques. Et puis à un certain moment, ils passent à autre chose. Hein, ça va, ils grandissent. Et quand on n'a pas tout à fait grandi, on continue à faire ça. Et je me suis dit, peut-être que ça va laisser tout le monde indifférent ou ricaner. Et au début des cités obscures, on recevait énormément de lettres. Et je me souviens que nous avions créé une fiction radiophonique qui s'appelait Le Musée A des Ombres. On mettait en scène un personnage de femme qui s'appelait Mary von Ratten. Et quelques semaines après, j'ai reçu une lettre de Mary von Ratten. Et il y avait une adresse, donc j'ai répondu. Elle venait du monde des cités obscures et elle nous mettait en garde contre des erreurs que nous avions commises, ce qui était normal puisque nous n'avions été que des visiteurs épisodiques. Donc j'ai répondu, puis François a répondu, d'autres autour de nous ont répondu. Et puis on a développé une histoire, celle de l'enfant penché, la mettant en scène. Donc je l'ai prévenue. Elle apportait quelques informations. Et les informations qu'elle a apportées sont entrées dans des livres périphériques, comme par exemple le Guide des cités. Nous nous soupçonnions l'un l'autre, François et moi, mais moi je savais que ce n'était pas moi, et François savait que ce n'était pas lui, donc on a bien dû admettre que c'était une tierce personne, ou peut-être un groupe de gens, et donc c'était nous qui devions être dans une forme de suspension d'incrédulité pour continuer à répondre. Et je dois dire que c'était une récompense vraiment extraordinaire. Ça a duré 10 ans, on n'a jamais éclairci le mystère, je ne cherche pas d'ailleurs tout à fait à l'éclaircir, je serais probablement décevant, mais ça, et c'est ce qui se passe avec le phénomène actuel de la fanfiction, qui est quand même une chose magique, c'est l'idée que ce que vous avez imaginé tout seul, à 2 ou à 3, tout d'un coup trouve un prolongement, et que donc on est beaucoup à croire à la même chose. Et je crois que toutes les grandes œuvres mythologiques aujourd'hui, vous parliez de Star Wars, mais évidemment c'est le cas pour Tolkien, c'est le cas pour 1000 autres œuvres. Toutes les grandes œuvres créent ces communautés imaginaires de gens qui, en même temps, partout à travers le monde, en étant extrêmement différents, ont suspendu leur incrédulité. Et ça, c'est vraiment un effet magique
Et c'est le plus beau cadeau pour moi qui puisse être fait à des auteurs, c'est de se dire on est plusieurs à partager la même chose extravagante, bizarre, et il peut y avoir une beauté et un plaisir supplémentaire qui est que ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants se mettent à entrer en relation les uns avec les autres sans fou. Et pour les cités obscures, nous avons eu à un moment cette chose assez étrange qui était qu'un site s'était développé dont la thèse principale était que nous étions des initiés, mais des initiés idiots. Donc on n'avait pas compris le sens de notre propre univers et eux le prolongeaient tout seuls et donc mettaient en cause une partie de nos commentaires, particulièrement les propos en interview, etc., qui étaient nuls et non avenues puisqu'on prétendait avoir inventé tout ça, alors qu'évidemment on n'avait pas inventé, on avait juste arpenté. Le terme magique m'évoque là la notion de cercle magique qui est évoquée pour parler de ce qui se passe lorsqu'on établit une situation de jeu. C'est-à-dire l'idée que, eh bien, à l'intérieur de l'espace du jeu, seules comptent les règles du jeu et que finalement tout ce qui va se poser à l'extérieur n'aura pas d'importance. C'est-à-dire que finalement on peut inventer les rôles du moment qui sont cohérents avec le jeu et tout ce qui compte ce sont les règles. Et en fait on a dans cette évocation et dans cette question du plaisir, finalement quelque chose qui est de l'ordre du plaisir ludique. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de suspension d'incrédulité, on ne parle pas d'abolition du jugement, on parle véritablement d'une situation où on est sur deux niveaux cognitifs en permanence qui vont entrer en interaction et avec l'idée que tant que c'est un plaisir d'y croire, ben, on va continuer à jouer le jeu en quelque sorte. Et que c'est ça qui va faire qu'on va accompagner la fiction. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce que je retiens de ce que vous avez évoqué de ce point de vue-là. Et à cet égard, c'est aussi ce qui peut-être nous rappelle que les mises en garde contre les dangers de la fiction, la confusion entre réel et fiction, en tout cas, ne sont pas forcément des choses qu'on reprendra ici. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se tourne vers le public? Voilà, vous avez bien... Oui, alors à propos de la chose ludique, c'est que toutes ces créations d'êtres ou de choses surnaturelles dans la fiction ludique vont exciter des systèmes mentaux qu'on a dans la tête et qui peuvent être expliqués par ces systèmes. Mais ça reste ludique parce qu'il n'active pas plusieurs autres zones, comme par exemple le système des coalitions, c'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément en vouloir vraiment très très fort à d'autres gens, à d'autres fans, hein, des fans entre eux. Il y a un petit phénomène parfois de rivalité, mais ça va pas hyper loin. Ça n'active pas des problèmes d'identité complexes comme d'autres croyances peuvent les exciter ou les chercher, quoi. Il n'active pas non plus les systèmes qui concernent l'information, on va appeler l'information stratégique, c'est-à-dire Dieu sait que j'ai péché, que j'ai fait une mauvaise action ou que j'ai menti à ma sœur ou à mon père. Ça n'active pas ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça reste ludique. C'est toute la différence entre le Père Noël et Dieu le Père. Vous voyez, et donc on reste dans la fiction ordinaire, dans des choses ludiques, parce que ça n'active pas tous ces autres phénomènes qui se passent dans notre tête et qui, eux, rendent la croyance sérieuse, grave, cruciale, angoissante ou euphorique, enfin voilà, toutes ces choses. De l'autre côté, je ne suis pas totalement d'accord, parce que là, on a beaucoup insisté, c'était très bien et vrai, sur le plaisir que peut apporter la fiction dans la suspension de l'incrédulité, mais il y a aussi son contrepoint sombre, tragique. On peut par exemple apprendre de situations dramatiques dans la fiction, on peut dénouer peut-être certaines interrogations en les voyant dans un film ou dans un roman, revenir à un texte. On peut lire peut-être 5 fois une page jusqu'à enfin comprendre quelque chose qu'on avait en nous. Il y a aussi une dimension, une part sombre et très riche aussi qu'apporte la suspension d'incrédulité. Oui, tout à fait. Et effectivement, dans
dimension de plaisir ici, j'ai tendance à inclure aussi un peu son contraire, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la Schadenfreude et le fait de ressentir dans les souffrances d'un personnage de fiction quelque chose qui va résonner avec nous. Mais effectivement, c'est très juste et important de l'avoir précisé. Est-ce qu'on se tourne vers le public? Oui, je pense qu'il va y avoir des questions. Je ne vois pas forcément très bien si des mains se lèvent. Voilà, ici, monsieur. Oui, déjà merci pour la conférence, c'était très instructif. Alors moi, pour mon cas, je joue beaucoup parce que vous parliez de ludicité justement, je joue beaucoup à ce qu'on appelle des jeux de rôle. Donc des jeux où on crée des histoires et la question de la cohérence et de la crédibilité est très importante pour ce qu'on appelle l'immersion. Et en fait, de la discussion, alors je ne crois pas avoir entendu le mot sortir, mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression. C'est en fait donner de la crédibilité à l'histoire, ça nous permet de nous immerger dedans. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la crédibilité, en fait, elle est variable selon les individus et selon les sujets. Par exemple, je vais prendre très rapidement l'exemple d'Harry Potter, où en fait le coût de l'or chez les gobelins est fixe. Alors tu as un économiste qui a réfléchi à ça, qui s'est dit mais en fait on peut se faire une montagne d'or avec ça, en achetant et revendant sur le marché noir, en faisant une différence. Et alors ce serait pas crédible, ce serait pas cohérent, sauf qu'il y a juste un léger décalage, c'est que Harry Potter c'est une fiction d'aventure, c'est pas une fiction économique. Du coup, en fait, globalement, on s'en fiche. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que la cohérence, la crédibilité, elle est tournée vers un objet dans la fiction, l'objet qui est important, donc que ce soit la structure métallique, l'ombre, etc. Et tout le reste, en fait, on peut se permettre d'être un peu plus souple et un peu plus mobile pour justement appuyer plus sur le sujet qui est important pour nous. Et je me demande ce que vous en pensez. Voilà. Quelqu'un souhaite répondre plus particulièrement? J'ai l'impression qu'il y a un accord, voilà, j'ai l'impression que c'est très juste. Je précise que si vous vous intéressez à des fictions économiques ou de la science-fiction économique, vous pouvez lire un auteur qui s'appelle Charles Strauss, qui fait pas mal intervenir des mécanismes justement de justification économique par rapport à ça. Mais effectivement, par rapport à ça, il me semble qu'il y a la question enfin, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas abordé ici, c'est que la façon dont chacun va régler son curseur et ce qui va le faire réagir va dépendre énormément de l'individualité. Et par rapport à ça, on a évoqué, je reviens à ça, et on peut peut-être rebondir si vous le souhaitez, mais chose à laquelle j'ai pensé en cours de route, qui est que l'intérêt du fantôme pour nous, dans sa propriété surnaturelle, n'est pas du tout quelque chose, par exemple, que Coleridge aurait accepté. Coleridge, pour lui, c'est le fantôme, le fait qu'il puisse traverser les murs, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est une âme en peine. Et que comme âme en peine, il exprime l'humanité. Bon, et donc il se trouve que c'est un fantôme, et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il exprime l'émotion humaine. Et alors que pour nous, effectivement, enfin pour nous, dans une lecture des récits fantastiques, la propriété surnaturelle va être importante, beaucoup plus importante. Alors, moi je dirais que ça n'a l'air pas très important, parce que c'est quelque chose qui est très simple. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça veut dire que notre esprit le comprend très facilement. Donc on accepte quelque chose d'incroyable, tout simplement parce qu'on a une machine dans notre cerveau qui est là pour le faire. Et donc, ok, on peut dire, mais ça c'est juste un détail, mais c'est pas aussi simple que ça enfin pour les gens qui font des sciences cognitives et qui essayent d'expliquer ce qui se passe réellement dans le cerveau. Il y a des machineries extrêmement complexes, mais elles sont totalement transparentes pour notre esprit. On pense être maître de notre conscience et de pouvoir juger. On a l'impression qu'il y a une croyance qui arrive et puis on l'observe, on a comme un gardien dans notre tête, mais en fait les choses arrivent par d'autres canaux, rentrent dans notre esprit, et tout d'un coup on se met à croire à quelque chose et on ne l'a pas vu venir. Merci beaucoup. Et il y a une question par là, je crois. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. On a beaucoup parlé de la fiction, disons, qui fait sortir du réel, mais on a aussi, alors je ne sais pas exactement comment la tourner sur une question, mais peut-être que ça vous inspirera, mais c'est la fiction en fait qui permet aussi d'ancrer dans le réel, comme la nation, comme la religion, et qui permet en fait de relier les hommes, quoi. Donc je ne sais pas si
ça vous inspire comme sujet, mais à partir de quel moment en fait on commence à croire Enfin, on ne sait plus trop si on est dans la fiction. Là, on est bien en France, et pourtant c'est une fiction. Et comment on arrive à faire de cette fiction une réalité en fait. Nous étirons un peu le terme de fiction pour ça, mais il me semble en tout cas que dans toute œuvre à caractère romanesque, narratif, on a besoin d'une forme de supplément, d'ajouter au réel une dimension qu'on ne perçoit pas. Et parfois, on décolle à peine. Un polar va décoller moins qu'une œuvre de science-fiction. Mais ce petit décalage qu'il y a entre ce que la fiction nous propose et notre monde me semble une dimension assez importante. Alors dans certaines œuvres, prenons Modiano par exemple, c'est minimal. On reconnaît Paris ou Annecy, et pourtant on n'est plus tout à fait les mêmes quand on se promène dans une des rues qui a été décrite. Et donc je crois que si cette magie n'opère pas, c'est-à-dire si on est dans l'aplat pur, une sorte de naturalisme étal que parfois le cinéma connaît, ou qu'on reproche caricaturalement au cinéma français, qui fait bien d'autres choses que ça, mais qui de temps en temps vient, pour moi ça me manque, c'est-à-dire il me manque cette dimension qui agrandit le réel et qui agrandit notre perception. Je n'ai pas besoin de lire dans un roman un dialogue que je pourrais tristement entendre dans un bistrot parisien de gens râlant sur toutes les petites misères du quotidien. Je les entends assez souvent, et les banalités politiques et les pseudo-conserves. Je n'ai pas besoin de les retrouver dans leur longueur in extenso dans une œuvre de fiction. D'autant que l'adhésion à la fiction, et quel que soit le genre de fiction, alors la religion, ça, la politique, j'en sais rien, mais dans le cadre strict de la fiction, il y a ce que Fielding, l'auteur de Tom Jones, appelle les intervalles de stérilité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mangez dans un roman, vous n'allez pas, sauf si vous en avez l'intention, consacrer 50 pages au repas. Si le personnage dort, vous tournez la page, il est réveillé. Vous n'allez pas passer 120 pages sans rien, parce qu'il dort. Ça peut se faire, mais ce sont des... Oui. Et encore, il est plus ou moins... Oui. Mais il y a de toute façon des conventions dans toute fiction qui font qu'elle se démarque du vrai plus que du réel. Oui, et puis on doit faire un raccourci du réel, parce qu'on n'a pas le temps, même dans 1000 pages de roman, de raconter toutes les informations que la vie nous envoie, qui est proprement colossale. Et notre cerveau, en permanence, fait des réductions. Il réduit lui aussi les choses qui se répètent. Il ne s'en souvient pas. Donc nous-mêmes, on est déjà dans une fiction, quelque part, puisqu'on enlève des tas d'informations. Et le prestidigitateur, il le sait très bien, puisque lui, il joue avec ça. Vous ne voyez pas certaines choses, et lui, les fait quand même. Et donc là, vous voyez, vous rentrez dans la fiction, parce que vous fabriquez votre propre fiction en regardant le prestidigitateur. Et donc ça se passe quotidiennement pour tout le monde. Mais dans un roman qui fait que 200, 300 pages, ou dans une bande dessinée, il y a tellement moins d'informations que de toute façon, on est obligé de sélectionner drastiquement et de styliser. Alors, il y a une autre question par ici, madame. Bonjour. Donc, justement, vous parliez de convention à l'instant. On peut avoir des fois des fictions où il faut se mettre d'accord dès le début à ce qu'on va proposer au lecteur et dans quel cadre on se place. C'est-à-dire que si justement on a un roman de Modiano, qu'on sait que c'est un roman de Modiano et qu'à la fin, au milieu d'une scène, le personnage résout une situation compliquée par de la magie ou en traversant un mur, on est déstabilisé, et même si on est dans une suspension d'incrédulité, on n'est pas dans celle-là, parce qu'on n'est pas dans la bonne convention, et du coup on est complètement perdu. Donc comment vous intégrez ça à votre travail, comment vous donnez le cadre dans lequel vous vous placez au début, pour pas qu'il y ait de surprise, ou alors qu'il y ait une surprise, mais qu'il soit volontaire, pour dire, en fait, il y a de la magie, ou en fait, on peut traverser les murs. La bande dessinée comme le cinéma ont évidemment des moyens assez immédiats. On pose
on pose un style, on pose un monde, même dans les séquences inaugurales où peut-être il ne se passe pas grand-chose. Donc, d'emblée, c'est là. Il est vrai que dans la science-fiction, par exemple, on a des romans qui vont décrire un univers et puis faire se dérouler une histoire, une convention qui me gêne un petit peu, et d'autres qui prennent véritablement l'univers de l'intérieur, un peu comme Kafka le fait dans La Métamorphose. On est d'emblée dans la tête du personnage qui a été transformé, et donc on va découvrir peu à peu le monde autour de lui. C'est vrai que c'est une question de... comment dire, c'est un pacte qui se noue extrêmement vite, je crois. Dans les premières pages d'un roman, dans la première séquence d'un film, et bien sûr on peut introduire des surprises et des changements dans le monde, mais qu'il faudra qu'ils appartiennent à un métacadre qui nous les fait accepter, sinon c'est le sentiment du n'importe quoi. Et le sentiment du n'importe quoi est quelque chose qui peut brusquement vous faire arrêter votre lecture ou vous donner envie de sortir de la salle de cinéma, c'est-à-dire, bon, si tout peut arriver, je m'en fous, quoi. Exactement, et c'est souvent le cas des enfants qui racontent des histoires. Un tout petit enfant qui découvre le plaisir de raconter des histoires, et puis alors il va sur la lune, et puis alors il reçoit un caillou sur la tête, et puis après il rentre dans sa voiture, et ça n'arrête pas, et on passe du coq à l'âne en permanence, et donc ce récit devient fastidieux très, très rapidement, et pourtant on adore les enfants, mais... Ce type d'effet, vous pourrez en trouver des intéressants chez Schnoz, par exemple. Quelqu'un qui, dans ses premiers récits, joue beaucoup sur une plasticité du rapport au réel. Il y a quelques récits, je ne me souviens plus d'un type particulier, dans lequel une irruption du fantastique se produit de façon extrêmement naturelle, alors même que... voilà, je n'ai pas la référence en tête, désolé. Y a-t-il une autre question? Oui, il y en a une ici. Vous avez le micro, très bien. Oui, bonjour. Merci d'abord. Et je pense qu'on a tous autour de nous, dans notre entourage, nos familles, des gens qui ne veulent pas adhérer à la science-fiction ou qui ne veulent pas voir des films de science-fiction. Et je me demandais, est-ce que c'est, à votre avis, des personnes qui n'ont pas dans le cerveau cette petite machine qui leur permet de déconnecter et d'adhérer à des concepts étranges, ou est-ce que, quelque part, c'est la science-fiction qui pêche ou qui n'arrive pas à aller vers ces personnes-là pour les faire adhérer à des récits qui sont trop loin de leur réalité? La science-fiction est impeccable, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est propre à la science-fiction? On peut imaginer des raids fondus d'une fiction qui se passerait chez les pêcheurs de saumon en Écosse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des... Je pense pas que ce soit propre à la science-fiction. C'est pareil pour le polar ou le roman sentimental. Je pense... Mais c'est pertinent, hein, mais je pense que c'est l'ensemble des possibilités de fiction, en fait. Oui, il peut y avoir, on rencontre de temps en temps des gens qui résistent à l'idée même de fiction, c'est-à-dire pourquoi lire des romans, pourquoi se faire raconter des histoires fausses. On voit ce phénomène se développer particulièrement chez des hommes d'un certain âge, comme si passé 40 ans ou 35 ans ou 50 ans, on n'allait plus se raconter d'histoires. Alors on va lire des ouvrages sérieux dans le peu de temps qu'on consacre à la lecture. Et c'est le genre roman, peut-être pas toutes les formes de fiction, mais en tout cas lire, c'est lire quelque chose qui a de l'utile. C'est une vision évidemment assez naïve de l'utilité. Il ne faut pas non plus oublier que pendant très très longtemps, la fiction a été très très mal vue par les autorités religieuses. Toute chose qui racontait n'importe quoi, même le roman en lui-même, le roman tout simplement, est apparu tardivement, enfin je veux dire, et très fort même. Donc moi je me souviens très, très, très vaguement, parce que j'étais dans les années 60 en Alsace, une ambiance religieuse assez présente. Voilà, le roman n'était pas le premier, la chose la plus importante en livre. Mais c'était, je pense, tout simplement pour protéger la seule fiction qui comptait, qui était la fiction religieuse, c'est-à-dire faire passer une fiction unique comme vérité. Et à partir de ce moment-là, la concurrence, par exemple, des autres mythologies, même des autres histoires religieuses, pourquoi n'enseigne-t-on pas l'histoire des religions? Parce que c'est d'une certaine façon le début de l'agnosticisme.
dès le moment où on les confronte les unes aux autres, on voit comment elles sont nées, comment elles se sont développées, on entre dans un monde qui nous rapproche des Mille et une nuits, du Gita-Genji, du Mahabharata, et donc on glisse très très vite voilà. On sort de ce pacte spécifique que propose un récit révélé. La religion elle-même a produit ses propres fictions. Le Graal, par exemple, elle en mesurait la force de la fiction, la puissance, et elle en a produit une de qualité. On va devoir s'arrêter ici, mais j'aimerais souligner justement par rapport à tout ça qu'effectivement, nous ne faisons dans cette perspective qu'approcher une grande question anthropologique de la fiction que vous ne pouvez pas traiter dans une heure de discussion, qui est effectivement l'usage que l'individu fait de la fiction, comme interface avec le réel. Mais je crois que ce que nous avons bien saisi ici, c'est à quel point la position, la logique des créateurs dans ce rapport à la fiction, c'est justement une façon de tendre la main vers des lecteurs et lectrices, ou spectateurs, spectatrices, pour faire en sorte que cette fiction soit collaborative et permette de faire progresser la compréhension du réel, et non pas enfermée dans des miroirs et des illusions. Donc je remercie beaucoup mes invités, je remercie le public et notamment les questions qui ont été très éclairantes, et je vous souhaite une bonne suite de